Aussi vrai que Maître Gims semble être plus à l'aise à Marrakech qu'à Kinshasa, dans la vie, s'il est difficile de dire ce que l'on voit, il est autrement plus difficile de voir ce que l'on voit. C'est sur cette citation de Charles Péguy que j'introduis ce nouvel épisode de la librairie africaine. La librairie africaine, qu'est-ce que c'est? C'est votre rendez-vous désormais hebdomadaire qui a parfaitement conscience qu'une communauté, qu'un individu qui vise à s'élever doit obéir à un impératif, lire, ou alors il doit mourir. Mourir émotionnellement, mourir intellectuellement. La vie est un rapport de force, avec d'un côté ceux qui vivent, ceux qui s'élèvent par la lecture, et de l'autre ceux qui subissent, ceux qui meurent à feu lent. Et à travers la librairie africaine, on a pris le parti d'inciter un maximum d'entre vous à prendre leur destin en main, non plus en pleurant, mais plutôt en s'armant de connaissances jusqu'aux dents. Et aujourd'hui, l'épisode que vous allez voir tournera autour d'une autrice, Kauta Archi, et non des moindres. Et pour animer la thématique qui la concerne, et en particulier sur l'œuvre qu'elle a rédigée, Comme nous existons, je vais être accompagné d'une princesse et d'un prince de la lecture. Puisqu'ici, nous sommes autour de la table de l'aristocratie du savoir. Ida, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci Herman. Et le frère que l'on ne présente plus, mais que je prends toujours plaisir à présenter, même s'il m'a demandé de faire très court, frère Mbeko. Merci Herman. Alors, cette autrice, avant d'aborder, je tiens quand même à remercier, il faut toujours remercier les personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et en particulier notre partenaire principal, la librairie historique Présence africaine, et qui nous apporte son soutien, et notamment en offrant un code, par le biais d'un code promo, l'accès au vivier de la connaissance qu'elle met à votre disposition. Le code promo librairie africaine, vous vous rendez à Présence africaine et vous pouvez choisir de quoi vous alimenter l'esprit, de quoi vous inspirer, de quoi vous élever, de quoi nourrir les vôtres. Alors, Ida, avant que nous rentrions dans l'œuvre de Kauta Archi, doctorante en sociologie contemporaine, qui fait parler d'elle notamment à gauche, mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Peux-tu nous parler de ta rencontre personnelle, intime et intellectuelle avec son œuvre et au sens large, s'il te plaît? Oui, absolument. Alors, je l'ai rencontré, moi, dans le cadre de mes études, il y a quelques années déjà, en lisant à l'origine Notre Père Obscur ou L'ampleur du saccage. Et depuis, je l'ai suivie. J'ai écrit un article sur elle il y a quelques années, également dans le cadre de mes études. Études en philosophie politique, philosophie, économie politique, pardon, et psychanalyse. Donc c'est dans le cadre de ce cursus scolaire que son œuvre a été présentée à ton enseignement? Oui, Okay. oui, là, et puis également avant, mais à titre personnel, parce que, voilà, par pur intérêt littéraire. Voilà. Et non par identification peut-être culturelle ou pas du tout? Absolument, par identification également culturelle, parce qu'elle pose notamment beaucoup de mots sur des choses auxquelles j'ai pu me rattacher. Comme son rapport à l'identité, les expériences auxquelles elle a pu être confrontée en tant que fille d'immigrés, en tant que femme, voilà. Est-ce que tu as vu en elle éventuellement la grande sœur que tu aurais rêvé d'avoir, si d'aventure tu n'en as pas eu, sur le plan intellectuel, hein, j'entends? Alors oui, j'entends bien. Peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là, notamment parce qu'elle a une finesse vraiment particulière pour poser les mots sur les choses, et qui s'est encore plus affinée quand elle a osé écrire sa première autobiographie, qui est celle-ci. Même si avant, voilà, même si ses premiers écrits en fait étaient plus ou moins ce qu'elle avait vécu, mais qu'elle associe à d'autres personnages masculins ou féminins, qu'importe. Et d'ailleurs, en parlant de son rapport à l'écriture, quel est toi ton rapport à l'écriture et quel est ton rapport aux mots? Alors, au-delà de l'écriture, moi, c'est même la lecture. Pour moi, c'est un moyen de comprendre le monde qui nous entoure, parce qu'on n'a qu'une seule vie et que par le truchement de l'écriture, qu'il soit fictif ou symbolique ou réel, on a, par le pouvoir des mots, je trouve l'expression d'autres mondes, d'autres imaginaires, d'autres vécus.
Et ça, c'est important pour moi de pouvoir se plonger dedans, découvrir, apprendre des choses. Il y a plusieurs raisons de pourquoi on commence à lire ou à écrire. Et tu as pris conscience assez tôt de l'importance des mots. Ça t'est venu dans le cadre familial, scolaire, amical? Alors, il y a un mélange de tout ça, il y a toujours un mélange de tout ça depuis toute petite. Même si moi, j'ai commencé, je pense, comme tout le monde, par beaucoup de BD, beaucoup de bandes dessinées. Et puis après, petit à petit, les mots sont venus petit à petit par des romans, D'accord. etc. Donc, Les personnes dont, si je me permets de poser la question, c'est en écho oui, tu peux. aux œuvres, aux études de Bourdieu notamment, où il explique que ce qui caractérise une classe sociale avant le capital économique, comme tu le sais, c'est le capital culturel. Complètement. Notamment le fait que les parents prennent la main des enfants en les accompagnant, en les introduisant dans la lecture. Ah, il y a eu ça. Il y a Ok. eu ça avec ma mère, beaucoup qui D'accord. nous emmenaient à la bibliothèque, bien évidemment. C'est très, très important, ça. Donc c'est ta mère qui a été le pont entre... Complètement, Très bien. complètement. Ok, donc c'est peut-être aussi ce qui rajoute l'identification Absolument, avec l'autrice, qui a un petit absolument. rapport très étroit. Qui a une forte relation avec sa mère, Hania, mais on en parlera. On va en parler. Oui, on va en parler, et qui a été effectivement son moteur, sa boussole, exactement, et son moteur pour tout. Oui, complètement. Je me suis beaucoup reconnue dans cette autobiographie. Il y a beaucoup de passages, forcément, qui font écho, comme je l'ai dit, à ce que j'ai vécu, complètement. D'accord. Et est-ce que toi, parce que le thème central de l'ouvrage, je parle sous ton contrôle, c'est la place, chercher sa place quand on est enfant d'immigrés dans cet univers majoritairement occidental ou blanc. Est-ce que toi, tu as été heurté à la même question et, in fine, est-ce que tu as trouvé ta place ou tu as dû la construire? Il y a toujours des deux. Je me suis pas immédiatement, moi, rendu compte que j'étais étrangère à mon environnement, parce que j'ai grandi dans un environnement très cosmopolite. Où ça? En banlieue parisienne, entre Montreuil et Bagnolet, et donc avec énormément de diasporas différentes, et donc il y a plus eu un échange, une force en fait avec ces différentes diasporas que la volonté immédiate de trouver sa place tout de suite en tant que femme, donc du coup, ou tout simplement en tant que maghrébine. C'est intéressant. Tu te définis d'abord comme femme avant de te définir comme maghrébine? Complètement. Okay. Alors oui, parce que je viens d'une fratrie de 4 sœurs, donc voilà, donc on était entourés de femmes, une grande famille de femmes. Les femmes ont une place très importante dans ma famille. Elles ont le contrôle de tout, donc elles complètement. Ont le contrôle de tout. Presque. Tu te réclamerais du féminisme? Non, pas totalement, pas totalement. Mais, tu ne luttes pas contre le patriarcat ou ce qui est considéré comme tel? Exact, non, pas ça, non, pas ça, non. Pour quelle raison? Parce que par les temps qui courent, ça paraît presque à contre-courant ton discours. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a forcément, je trouve, alors si on entre dans cette question-là, dans le féminisme, il y a des choses légitimes et à prendre, et puis après, il y a des choses qui sont encore à construire selon le parcours de chacun, encore à définir. Voilà, c'est un peu vaste comme sujet, là, comme ça, mais... Bon, alors je me permets, c'était pas pour te bousculer, c'est simplement... Ouais, c'est un angle qu'elle n'a pas abordé dans son ouvrage, et moi ça m'a un peu justement secoué. C'est quelque chose qui t'a... Oui. La place du père notamment. Oui, oui, complètement. Il y a... Son père est absent, mais je pense comme plusieurs pères de cette génération qui n'ont pas... Mais elle ne questionne pas l'absence du père dans son ouvrage. Oui, on va faire transition, on va rentrer dans l'ouvrage. On peut parler de ça, oui. Oui, c'est vrai, elle ne questionne pas. Je crois que ce qui compte vraiment pour elle, c'est elle, comment elle s'identifie, comment elle s'intègre à un pays, à ses études, et à aussi, même géographiquement, elle est même géographiquement dans un lieu, au-delà de la France, qui n'est pas le lieu de ses parents, dans un quartier riche, qui n'est pas initialement aussi le quartier de ses parents. Et d'ailleurs, ses parents justifient sans arrêt leur appartenance à ce quartier-là, à cette bonne école qu'elle fait, etc. Et justifient même leur effort intense. Une école catholique. De travail, exactement, une école catholique, en plus de surcroît, effectivement. Ça a son importance. Complètement. Et donc, elle questionne, en tout cas, elle interroge cette place-là, et même ses parents, en tout cas, la justifient beaucoup, cette place-là.
la justifie en disant à chaque fois, oui, on est dans ce quartier parce que notre fille est dans cette école privée, etc. Donc, Limite, il s'excuse. limite, ils Ils sont s'excusent. gênés. Complètement, limite, ils sont gênés et s'excusent. Voilà, et il y a des épisodes forts dans le livre. Et à quel moment, si d'aventure ça a été ton cas, et là je m'adresse à vous deux d'ailleurs, on va ouvrir la discussion, tu as rencontré ce qu'elle évoque comme étant la haine. Il y a un chapitre baptisé Leur haine. Oui, leur haine, ou même ses yeux si bleus, la différence dans le regard de l'autre. Et surtout la haine. Et surtout Leur la haine. haine. Parce qu'il y a le film de Kassovitz, la haine, Oui. et là, elle cible leur haine. Donc elle est l'objet, elle et son groupe, de la haine d'autrui. Est-ce que toi, ça, tu l'as ressenti? Est-ce que ça m'est arrivé ou est-ce que je l'ai expérimenté? Franchement, je ne pourrais pas dire que je l'ai expérimenté directement, mais je suis toujours marquée par un épisode à la faculté D'accord. que j'ai eu, alors on sort un peu du livre, mais pas totalement, parce que c'est le cadre universitaire et que Kautar Archi a fait, et encore même dans une grande carrière universitaire. J'avais un prof de linguistique une fois qui avait dit il y a les langues normales, dites normales, espagnol, italien, etc. Et puis les langues sauvages. Et dans les langues sauvages, dans les langues sauvages, il avait mis l'arabe, l'indien, il me semble, etc. Et ça m'avait marqué, mais sans aller plus loin, ça m'avait marqué. Donc oui, là, peut-être à ce moment-là, il y avait une espèce de même si je peux nuancer, au-delà de haine, peut-être haine ou mépris? En dessous de... Peut-être même, moi je pense, un manque de culture, un manque de savoir. C'est au-delà de ça même, si je veux être bienveillante par rapport à ça. Donc au mieux, c'est de l'inculture, et au pire, effectivement, du mépris, peut-être, sans doute. Et toi, Mbeko, quelle est ta question? À quel moment dans ton parcours personnel as-tu, si ta aventure ça a été le cas, rencontré la haine de la majorité via telle ou telle instance ou via telle ou telle personne? Moi, je suis mal à l'aise avec ce genre de questions. Qu'est-ce que c'est que la haine? Parce que c'est un chapitre du livre. Oui, moi j'ai lu son livre avec attention. Je vois de quel chapitre il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que la haine? Ça se matérialise comment? Moi, j'aime bien qu'on me donne des exemples concrets. Ça veut dire quoi, la haine? Un contrôle de police, c'est la haine. Un logement qui t'est refusé, c'est la haine. Qu'est-ce que c'est? C'est toute la problématique. C'est pour ça que ça me semblait nécessaire, puisque beaucoup, en tout cas dans son ouvrage, et c'est un des aspects, moi, qui m'a un peu gêné. Moi, je comprends. Ça peut pousser à prendre justement une lecture un peu victimaire qui consiste à tout de suite identifier un sentiment auquel on n'a pas accès. Personne n'a le pouvoir de sonder les reins et les cœurs. Absolument. Et en plus, en le collant au sentiment le plus horrible, la haine. C'est vrai. Après, comme toute autobiographie, Kautar Archi, en écrivant son autobiographie, il y a forcément une subjectivité et une construction de plusieurs subjectivités qui fait qu'effectivement, il y a ce que tu ressens, et à très juste titre, l'écart de certaines thématiques et l'approfondissement d'autres. Elle, dans sa subjectivité à elle, elle a choisi de, comme tu dis, effectivement, comme il y a dans le livre, de ne pas questionner le vide du père, de se concentrer un moment sur une haine qu'elle a pu ressentir, parce que justement, peut-être qu'elle ne la comprend toujours pas. Et une des grosses raisons de pourquoi on écrit une autobiographie, c'est chercher à se comprendre, ou dans une autre, il y a chercher à donner sa version des choses. Peut-être qu'elle, dans ce qu'elle a lu, dans son parcours académique, etc., encore moins dans sa génération d'écrivains, parce qu'il y a d'autres écrivains francophones qui sont passés avant elle, mais dans sa génération à elle, et puisque les femmes sont arrivées très tard, à part Assia Djebar qui avait bénéficié d'une part d'un statut particulier et qui avait pu écrire, elle s'est dit, tiens, j'ai jamais eu ça, moi j'ai peut-être jamais lu, ou pas assez vu, entendu, de femmes qui s'exprimaient, de femmes d'immigrés, enfants d'immigrés en France, dans une école catholique. Ça reste quand même particulier comme parcours. Je tiens quand même à revenir avant de prolonger sur d'autres sujets. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son style, et on est sur un récit autobiographique qui est compact. C'est-à-dire que les chapitres, ils sont extrêmement courts. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça va vite.
Ça va vite, elle retrace son parcours. Il n'y a pas de misérabilisme. Il y a un regard assez froid et un regard très tendre pour sa mère qui jalonne tout l'ouvrage. On sent qu'il y a une relation quasi fusionnelle entre elles et il y a une présence très très importante. Après, tu as raison, l'absence du père et du coup en miroir ou en contraste est assez saisissante. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, dans ce type de récit, c'est comment l'auteur a réussi à gérer sa double culture. Comment tu assumes ta double appartenance et comment tu vis avec au quotidien. Est-ce que tu vis avec le souci de la validation par rapport au groupe majoritaire ou est-ce que tu vis indépendamment du regard du groupe majoritaire? Moi, c'est ça qui m'interpelle et qui m'intéresse quand je lis ce genre d'ouvrage parce que ça me permet de savoir si on a affaire à une femme qui a besoin que la majorité valide ce qu'elle est, valide ce qu'elle va proposer, ou elle se contrefout de ce que les gens vont penser d'elle, et du coup elle avance, elle mène sa barque comme bon lui semble. Tu vois? Pour te répondre, pour le moment en tout cas, dans cet ouvrage en particulier, elle ne s'inscrit pas déjà d'une part dans une logique ou dans un discours intégrationniste qui consiste à se fondre dans un collectif suivant un certain nombre de codes. Pour le moment, elle s'inscrit surtout dans un récit dénonciateur, ou critique. Elle préfère plutôt employer le mot. C'est critique. Voilà. Ouais. Ah ouais, mais c'est un esprit critique. Hein. C'est une sociologue. Hein. Le mot critique. Elle a une vision très objective, très distancée par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à son environnement. Alors, distancée à certains moments, à d'autres moments, et là, ça va être l'occasion d'en parler, à d'autres moments, on pourrait croire que son livre a été une commande de SOS Racisme. Il y a le chapitre sur Ziad Ebouna. Ah oui. Bon, moi, je me suis dit, est-ce que c'est une commande de SOS Racisme Dans quel sens elle raconte sa perception de l'événement tragique? Elle va un peu plus loin, puisqu'elle elle explique qu'elle prend la figure de Ziad Ebouna et ensuite elle en fait une allégorie pour expliquer que l'ordre policier, c'est un ordre racial dont l'optique est de tuer les enfants noirs et arabes. Non, c'est noir sur blanc. Oui, oui. Voilà. Donc, en oubliant, curieusement, pourtant c'est une sociologue, que les morts, les jeunes des cités qui meurent, ils meurent prioritairement des mains d'autres jeunes de cité. Ça, elle n'en parle pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas le policier qui tue le plus en banlieue. C'est un autre banlieusard qui tue le plus en banlieue. Donc, laisser penser qu'il n'y a que des Ziad Ebouna, c'est, pour moi, mettre un pas de côté sur le vrai problème de fond aujourd'hui qui touche les communautés arabo-musulmanes et afro. Après, c'est l'autodestruction, les dégâts de la Caïra-attitude. D'ailleurs, la Caïra-attitude, elle en nie l'existence. Lorsque sa mère lui fait savoir que, justement, elle lui fait part de son souci de la mettre dans une école privée pour éviter de côtoyer, elle n'a pas dit le mot Caïra, mais les jeunes, il y a des signes. Elle emploie le mot comportement qui chahute, qui embête. Elle voit juste une mère qui n'assume pas vraiment et qui veut un peu fuir les siens. Elle y voit ça comme une forme de trahison communautaire. Donc moi, c'est un des aspects qui m'a un peu surpris, qu'elle ne souligne pas les dégâts, pourtant visibles, de la Caïra-attitude. mais moi je pense que, tu vois, ça c'est... L'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens où quand elle... Moi j'ai le texte sous les yeux, j'ai la partie dont tu parles. Quand elle prend le temps d'expliquer... je vais lire l'extrait, tu vois. Comprendre, oui, qu'aux chaînes pointues, durant ces vacances d'automne, en ce mois sacré du Ramadan, ils les avaient courus, Ziad Benna et Bouna Traoré, à travers un terrain municipal à l'abandon, cherchant à fuir la police. C'est toujours la police et ils étaient morts. Tu vois. Là, elle parle du rapport police-jeune, donc elle n'est pas non plus sur une analyse globale des méfaits du quartier, parce que ce n'est pas son objectif. Donc on ne peut pas la taxer de ne pas avoir abordé la Caïra-attitude ou les méfaits des rixes entre manque du quartier, parce que ce n'est pas son objet initial. Tu vois? Nora et toutes les mères, désormais, redoutaient que les amis de deux garçons, les amis de tous les garçons assassinés par la police, sortent à la nuit tombée. Des garçons qui, sans se connaître, mais connaissant les mêmes humiliations, les mêmes violences, se mettraient ensemble à lancer contre les vitrines des magasins, des banques, contre les voitures riverains, des écoles, des gymnases, des pierres et pavés pour s'opposer, pour tout ce qui leur restait par leur corps, à
cet ordre policier et racial qui commandait leur vie jusqu'à leur mort et au-delà. Donc ça, elle dit clairement, les jeunes des cités meurent à cause de l'ordre racial et policier. Elle ne dit pas que d'un côté, il y a la violence policière et que de l'autre, il y a la violence des jeunes. Oui, mais est-ce que ce qu'elle dit est foncièrement faux? Ah, pour moi, c'est extraordinairement faux. C'est comme dire, par exemple, que dès lors, sous prétexte qu'il y a quelques femmes qui violent certains hommes, mais finalement, le viol, c'est, on peut mélanger le viol des hommes à la guerre des femmes et inversement. Non, mais quand elle dit ça, est-ce qu'elle ne pointe pas le fait que au sein de la police, on ait certains policiers racistes qui, par moment, tuent parce que justement, en face, il y a un arabe ou un noir? Est-ce que ça existe ou pas? Ça existe. C'est ce qu'elle veut dire. Mais si. Parce qu'en substance, quand elle prend le temps d'expliquer des tragédies comme celle de Ziad Bouna, c'est de pointer un dysfonctionnement structurel qu'on a au sein des forces de l'ordre de notre pays, avec un certain nombre de policiers, pas tous les policiers, parce que c'est là qu'il faut faire preuve de nuance, de mesure et de modération. C'est pas l'intégralité des policiers qui sont mis en cause. C'est quelques brebis galeuses qui sont armées et qui, pour certains d'entre eux, malheureusement, tuent. D'accord. Est-ce que c'est... Non, mais moi, ma question, c'est hiérarchie. C'est comme quand tu vas aux urgences. Les médecins, ils te reçoivent en fonction de la gravité. Ils hiérarchisent les gravités. Bon. À l'écouter, la gravité la plus absolue, c'est l'ordre racial. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la gauche. L'ordre racial, c'est la police tue. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Oui, alors que, et là je te céderai la parole, c'est pas ce que j'ai alors ressenti. que dans les faits, non seulement pour l'avoir vécu, pour en être témoin, pour observer ce qui se passe aux quatre coins du monde où se situent les rapports majorité-minoritaire, nous sommes d'abord nos propres meurtriers. Mais je pense qu'elle en a conscience. Elle n'en parle pas. Oui, mais c'est pas parce qu'elle en parle pas, parce que c'est pas l'objet de son livre. Exactement, c'est le récit de sa subjectivité, en fait. Pardonnez-moi. Je comprends. Alors quand c'est nous, de l'affection. Ah, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour elle, puisqu'elle écrit bien et c'est quelque chose qui est quand même assez facile à comprendre, notamment pour les personnes qui ne sont pas familières à la lecture et qui ont besoin de s'essayer à cet exercice. Comme un tableau. Kautar, c'est une autrice qui est vraiment facile à prendre. Et encore une fois, c'est la construction de sa propre subjectivité. Évidemment. Et la littérature qui est présentée en fait comme un outil extraordinaire d'émancipation, qui est progressiste, de déconstruction, etc. Elle peut aussi reprendre à son compte des politiques identitaires, sexistes ou autres, ou sociales. Et là, justement, ce cas social que tu présentes, c'est elle, ce qu'elle a vécu, de la manière dont elle a vécu. Je pense qu'elle a essayé vraiment de ne pas poser de regard adulte et encore plus difficilement, ne pas poser de regard de sociologue devant cet épisode qu'elle a vécu en étant enfant. Parce qu'elle est née en 87. Voilà. Il faut comprendre aussi. Donc je pense qu'elle le raconte à la lumière de ce qu'elle était, au moment où elle vit, elle voit les choses. Elle essaye, je pense, de faire ça. C'est pas une analyse d'aujourd'hui, sociologique, sourcée et distancée. Il faut le prendre dans le cheminement de sa réflexion par rapport à sa construction en tant que femme. Le cheminement de son écriture, parce qu'elle a accepté, comme je dis accepté, elle a concédé à écrire une autobiographie en disant je Kautar Archi, mes parents, Ania et Mohamed, après avoir écrit plusieurs fictions où elle mettait timidement des éléments de son vécu. Donc ça participe aussi de sa construction à elle, personnelle en tant que femme. Après, ça n'annule absolument pas ce que tu dis qui est vrai. Ça, c'est pas du tout une réalité. Justement, c'est pas une réalité objective. C'est ça qui est génial avec une autobiographie. C'est complètement subjectif. Mais moi, personnellement, après, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est quand même une autrice. Elle mérite tout le respect qu'on lui accorde du fait de son statut. Complètement, on ne remet pas en question ça. Moi, c'est juste un angle mort qui peut me gêner si, par exemple, je remets cet ouvrage à un jeune de 15 ans. Il va ressortir de là, peut-être plus avec une critique portée à l'endroit de la société qu'avec une autocritique qui, nous, pourra le construire. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'émets une grosse réserve. Mais moi, je pense que l'ouvrage n'avait pas la vocation d'être complet. L'ouvrage avait la vocation de raconter un périple personnel d'une femme qui est née dans l'Est de la France, qui a grandi dans une famille... Parents immigrés, famille aimante, qui a un cursus scolaire qui est plus qu'honorable, et qui retrace son parcours avec une certaine bienveillance et avec une certaine fluidité dans les propos, tu vois. Je ne pense pas qu'elle ait voulu présenter une analyse bien complète, bien froide de ce qui se passe en banlieue et pointer les différents dysfonctionnements. Mais pourtant,
Je pense pas que c'est la vocation initiale de cet ouvrage. Regarde, elle en parle, Elle en parle. des voyous. Elle en parle, Ouais. complètement. Mais sauf que c'est... Mais elle n'analyse pas le comportement des voyous, ni leur existence, ni leur fonctionnement. Ce que je Elle veux en dire, parle. Oui, je sais qu'elle en parle. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne souligne même pas les méfaits réels. Mais c'est ce que je te dis. Elle essaye. Mais parce que je pense que c'est pas l'objet du livre. C'est une démarche qui est D'accord. très subjective. C'est-à-dire que c'est elle, son ressenti, ses émotions. Moi, je l'ai pas lu. Si elle avait eu une approche sociologique et qu'elle avait présenté cet ouvrage comme Une étude de une cas. étude ou une recherche poussée, Complètement. ah là, j'aurais eu un positionnement beaucoup plus virulent à son endroit. Excusez-moi. Je t'aurais dit que c'était ni fait ni à faire. Tu vois, là, on est sur une démarche autobiographique. Oui, mais ça, justement. Ça laisse le droit Même à des absences, tu vois. Même en interview, l'aspect autobiographique, elle l'a dit, tout en prenant quand même une certaine distance. Elle explique Ouais, que c'est à c'est- mi-chemin. Non. Entre- si, Oui, non, j'ai entendu l'interview, j'ai entendu. elle dit entre à la fois c'est autobiographique, mais en même temps, elle se réclame de l'affiliation de Abdelmalek Sayad, de Bourdieu, tu vois. Oui, mais là, on n'est pas sur un travail sociologique. Ah ça, c'est certain, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a On pas n'est pas vraiment de sur ça. chiffres, il n'y a pas vraiment de... Mais après, sur la question, toi, comment tu as reçu l'absence totale, sauf erreur, hein, de discours, à part le départ, justement, le père apparaît au début, Oui. puis après, chut, Vite éclipsé. C'est ouais, vrai. il disparaît. C'est vrai. Momo, il disparaît vite. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il Comment disparaît l'expliquer? vite. Il réapparaît à la fin, dernière page. Oui, il y a presque de ça. Ben, déjà, elle me décrit, moi, je trouve, un moment assez particulier de sa vie qui est plutôt son adolescence. Mhm. Donc elle décrit son expérience à elle, beaucoup à l'extérieur de la maison, etc. Même s'il y a beaucoup de moments en réalité absolument qui sont dans la maison. Je pense qu'elle le décrit franchement très simplement comme elle l'a vécu en fait. Il y avait son père au début, il était là, il a essayé de poser très vite un cadre pour poser justement le cadrément d'une famille classique d'immigrés, un père, une mère. Voilà, ça commence par la vidéo du mariage, voilà, pour montrer, on est en plein dans vraiment l'abondance de clichés, bonheur, de l'amour. détails. Voilà, c'est vraiment pour poser un cadre. Mhm. Et puis après, justement, la littérature qui est justement un exercice d'émancipation, bah, ça va avec et On bah, passe de justement, l'amour au sacrifice. on passe de l'amour Au au sacrifice sacrifice. de la part de sa mère, et puis elle aussi de moments de rébellion, quoi, de moments où elle sèche l'école avec sa copine, avant de se rendre compte qu'en fait, non, ses parents se sacrifient tellement pour ça qu'en fait, elle n'a pas le droit de les décevoir. Mais reconnais à quand ce même niveau. avec moi, sans vouloir t'interrompre, que en tant que sociologue, elle a dû étudier de près les dynamiques autour de la famille, Complètement. la place de l'autorité, la place du père, pas de père, pas de repère, et qui est un fait marquant, Elle a un livre qui s'appelle À l'origine notre père obscur. Hein. voilà, Donc, un fait marquant pour, entre autres, analyser ou expliquer une partie de la délinquance. tu veux dire L'absence la du père. liaison entre l'absence du père et, Et la petite délinquance et la des petite banlieues. délinquance. C'est un fait, 80% des Oui. détenus grandissent dans des foyers monoparentaux. C'est pas frère maître Beko qui est là qui pourra me dire le contraire. C'est une constante C'est vrai. et elle ne l'aborde pas. Donc c'est. Moi, je persiste et signe en disant que c'est pas Mais l'objet de son livre. Moi, je pense aussi que c'est vraiment. Tu fais un c'est une transfert de ce que addition. tu aurais aimé avoir dans l'ouvrage. Ouais. Non, c'est une critique. Oui, C'est mais normal. moi, je persiste et signe en disant qu'elle a délivré un ouvrage qui est d'abord une autobiographie, Mhm. qui retrace son parcours, C'est exactement. qui parle de ses désillusions, qui parle de ses réussites scolaires, et qui parle un peu de sa perception par rapport à une femme maghrébine en France. Et pour moi, ça, c'est intéressant. Ah, non, l'ouvrage C'est- ne manque pas d'intérêt. Ça, Voilà. c'est intéressant et je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui le lisent Ouais. parce que ça permet aussi à des personnes qui peuvent vivre des situations similaires d'avoir les mots, Mhm. d'avoir des expressions qui nous permettent de se sentir mieux. Parce que parfois, on tombe sur des personnes qui nous disent qu'elles n'arrivent pas à expliquer leur mal-être, qu'elles n'arrivent pas à verbaliser leurs sentiments, parfois même leur désenchantement. Et là, Kautar, elle le fait bien. Mm. Kautar, elle le fait bien, il faut lui Absolument. rendre hommage pour ça. Oui, oui, l'attention C'est pour ça qu'il narrative. faut inciter un maximum de personnes à se procurer cet ouvrage et à le lire, parce que c'est un bon ouvrage. Complètement. Et l'attention narrative, justement, elle est N'en dans... déplaise à Herman. L'attention narrative, l'écrivain elle est qui vraiment parle, dans complètement. ce qu'elle dit. Non, mais je comprends totalement, mais sa attention narrative à elle, elle est vraiment dans ce qu'elle raconte, le récit de son adolescence, et pas justement dans ce qu'elle dit pas. Sinon,
Elle l'aurait expliqué, je pense qu'elle a complètement les mots. Si elle voulait écrire un mot sur l'absence de son père éventuel, voilà, sans rentrer dans ça, parce que j'en ai aucune idée, je ne sais pas le lien exact qu'elle a avec son père, mais si elle voulait écrire quelque chose sur ça, elle l'aurait fait. Ok. Mais c'est la tension narrative de comme nous existons, elle réside justement à elle dans la narration de son adolescence. Très bien. Aussi vrai que 1 et 1 font 2, être noir, c'est manquer cruellement de confiance en soi. Dieu merci, des héros tels que Pelé, Mohamed Ali, Michael Jordan nous ont permis de combler ce manque de confiance en soi. Quand on étudie précisément les parcours de Marcus Garvey, de Malcolm X et même de Thomas Sankara, on constate qu'il existe bel et bien un moyen pour accéder à cette confiance en soi inébranlable. Le langage, le verbe haut. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai élaboré une formation qui va te permettre d'accéder en un temps record à cette confiance en soi qui t'oblige au quotidien à baisser la tête au travail, à avoir peur de prendre part à des débats contradictoires. Tu ne seras plus une gazelle dans cette jungle. Tu deviendras un lion. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu et de l'argumentation. Alors, essayons de voir un autre angle qu'elle a abordé. C'est même le titre d'un de ses chapitres, sur la suprématie de la blonde aux yeux bleus. Ah oui, ses Est-ce yeux que si toi, bleus. tu en as fait les frais? Non. Si elle en parle, c'est quelque chose qui l'a Vraiment traumatisée. Non, mais, oui, alors je comprends, mais parce qu'en fait, elle a une violence. Alors, si pour contextualiser, c'est un épisode où tous les matins, elle prend le bus pour aller se rendre à son collège, et à un moment donné, elle a une équipe de 4 blondes aux yeux bleus qui vient et qui lui fait la remarque de Et qui oula, incarne la beauté dans le. qui incarne dans exactement, dans et même l'idéal. c'est elle qui le dit, l'idéal, la beauté, voilà le modèle de beauté qu'elle n'est pas, et qui se moque d'elle justement parce qu'elle n'est pas ça, et qui lui signale que si elle avait eu des cheveux comme ça, enfin, elle aurait tout coupé, il faut tout couper. C'est ce qu'elle dit, c'est que ça l'a beaucoup marqué. Et c'est la naissance de sa conscience raciale. Oui. C'est ça que moi j'ai retenu. Complètement. C'est que cette expérience-là fait naître en elle cette conscience raciale. Et là, j'en reviens à la Et à question. renforcer le lien avec Radija, qui Voilà. est son amie, qui ont des points communs, enfin, elles ont des points communs toutes les deux. Et oui, et donc tu disais. Et donc, Hermès, j'en viens à ma question de fond, et qui pour moi est celle de cet ouvrage et qui nous touche tous en tant qu'enfants de l'immigration. Penses-tu que nous puissions être réellement, en tant qu'enfants issus de l'immigration africaine, arabo-musulmane, intégralement français, tout en restant aussi en partie, mais je veux dire, cette question de l'appartenance. C'est très compliqué comme question. C'est ça que c'est la question fondamentale. Je ne pense pas que c'est une question auquel on répond de manière figée. Je pense que c'est vraiment quelque chose en mouvement, et que chacun, selon son expérience, son rapport à la vie, au pays, etc., chacun va se dire, bah, là, et c'est pas quelque chose de monolithique, en fait, ça va être avec protéiforme, avec plusieurs angles Alors, je de reformule. saisie ou pas, mais Est-ce que tu penses que l'universalité auquel on accède quand on fait des études, quand on accède à certaines connaissances, c'est intéressant ce que tu dis. peut faire tomber les barrières culturalistes ou racialistes? Si je devais juste revenir à l'objet littéraire, déjà juste dans nos librairies, il y a la librairie, il y a la littérature francophone et il y a la littérature française. Et justement, alors avec des gros guillemets, la littérature française, elle se veut universaliste, avec de gros guillemets, alors que la littérature francophone, donc de personnes issues de l'immigration, mais s'exprimant en langue française, et d'ailleurs un des essais de Kautar-Archi, c'est « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », qui à lui seul, ce titre, il mérite une émission entière. Et ben justement, cette écriture-là, donc de littérature francophone, et ben cette écriture, elle est particulière, voire particulariste. Elle représenterait exactement excluante d'une certaine. Et d'ailleurs, excluante. Enfin, je veux dire, en librairie, géographiquement, c'est visible. C'est
la littérature française là, et d'ailleurs, c'est pas toujours très très clair la classification dans toutes les librairies. Donc oui, pour revenir à ça, bah oui, voilà, tu vois, je te réponds toi, avec le... tu crois en la possibilité, contrairement, alors si je vais jusqu'au bout de ma question, aux propos qu'avait tenu le roi Hassan II, paix à son âme, devant un parterre de journalistes français, où il expliquait que ça ne servait à rien d'attendre des Marocains, aussi intégrés fussent-ils sur le terrain économique, parce que la diaspora marocaine, quand même c'est peut-être la plus puissante économiquement des diasporas afro, 2 milliards d'euros transférés chaque année. Eh bien, malgré tous ces efforts, il ne faut pas espérer un Marocain restera un Marocain, coûte que coûte. Alors est-ce que j'en crois? Je ne sais pas si ça va être pertinent là, mais en tout cas, je sais que la dernière fois que je suis allée dans une librairie, Leila Slimani ou Lilia Hassen ou d'autres étaient dans la partie littérature française et pas littérature francophone. Donc il y a un pas. Je pense qu'il y a des pas qui se font complètement, il y a des pas qui se font, et d'ailleurs avec des parcours complètement différents, mais il y a des pas qui se font. Galfa, il est en lice là pour le concours, il y a des pas qui se font. Donc l'espoir est permis sur ce terrain-là. C'est même pas une question d'espoir, c'est juste un chemin. Enfin, pourquoi espoir qu'on soit intégré ou pas? Pour beaucoup, à l'échelle du monde, absolument. Pour beaucoup, absolument. C'est un idéal, voilà. Complètement, un idéal d'intégration, voilà. D'universalisme. Pour beaucoup inaccessible. Complètement. Mais en tout cas, le chemin existe. Très bien. Sur cette question de l'identité, peut-on réussir à dépasser cette assignation justement identitaire ou ethnique, selon toi, au vu de ton expérience, tes lectures? Moi, je comprends pas le fond de ta question, mon frère. Alors, le fond de ma question, elle évoque dans cet ouvrage la question de la place en tant qu'enfant issu d'immigration, enfant qui a obéi à l'excellence républicaine, par les études, par un casier judiciaire vierge, mais qui se heurte à la haine des autres. On revient de loin quand même, parce qu'il y avait des émissions dans les années 70 du style à la télé. Des Algériens, pourquoi faire? Enfin, c'était le nom de l'émission. C'est pour ça que je pose la question. Donc, on vient de loin. Et dans le même temps, il y a aussi un mouvement aujourd'hui, ce qu'on appelle de repli communautaire, où bon nombre de représentants de cette excellence issue de l'immigration ont fini par jeter l'éponge, par baisser les bras et à tomber dans cette fatalité consistant à dire que ce n'est pas possible. Il y a même certains de nos leaders panafricains qui estiment que ce n'est pas possible, le racisme est trop ancré, trop profondément ancré dans la culture pour que ça change réellement. On ne voudra de nous ici que quand on tient un balai, quand on vide une poubelle, quand on change des couches, mais jamais quand on est professeur à la Sorbonne ou quand on est au Collège de France. Je résume à peu près. Donc, toi, est-ce que tu estimes que c'est une vision fataliste, pessimiste, et qu'elle nie justement des évolutions concrètes qui nous permettent d'être optimistes, ou alors, ou à l'inverse, c'est une vision réaliste et que les évolutions concrètes ne sont que des arbres qui cachent la forêt? Je vais te donner le fond de ma pensée, mon frère. Tu sais, moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Il y a des questions que je ne me pose plus. À savoir, est-ce que je suis français? Est-ce que je suis congolais? Pour moi, je suis les deux. N'en déplaise à qui n'est pas d'accord avec moi, tu vois. Je ne m'excuse pas d'être ce que je suis, mais j'estime que l'histoire a voulu que je sois français, l'histoire a voulu que je sois congolais. Je n'ai pas demandé à être ceci, je n'ai pas demandé à être cela. Je l'assume fièrement parce que c'est ce qui fait mon identité. C'est un peu comme mon sexe, je n'ai pas demandé à être un homme, tu vois. Je n'ai pas demandé à être un homme noir, mais je l'assume fièrement. Donc déjà, c'est des questions que je ne me pose pas. Ensuite, quand je fais une analyse historique de ma condition en tant que noir, il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans en arrière, en France, à Paris, il y avait un jardin d'acclimatation avec des Noirs qui étaient mis sur la place publique il y a 40 ans, 100 ans en arrière. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc oui, quand on prend du recul historique, il y a une progression en tant que Noir, en tant que Maghrébin en France. J'en veux pour preuve par rapport aux Maghrébins. Le 17 octobre 1961, on a acheté des Algériens dans la Seine. Si aujourd'hui on fait ça, ça part en Kalachnikov partout. Tu vois? Ce qui était possible en 61, avec les Algériens qui ont été balancés comme des moins que rien, et je rends hommage à toutes les personnes qui ont perdu des proches lors de cette période sombre de l'histoire de France, c'est plus possible aujourd'hui.
faut voir comment ça s'est passé quand il y a eu Par peur ou par acceptation? Les deux. Il y aura des Kalachnikovs. les deux. Moi, je pense que les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Pour qu'il y ait une acceptation, il faut qu'il y ait un rapport de force, il faut qu'il y ait de la peur. Et aujourd'hui, il viendrait à l'idée d'aucun policier de prendre 3 Algériens et de les balancer par-dessus bord. Même ce policier qui fait ça, il serait banni par sa hiérarchie, on ne l'aurait pas récompensé. Donc, faut voir qu'aujourd'hui... Si on regarde l'affaire de jeune Naël, Non, ça, c'est un fait divers. C'est pas un... à bout portant, Non, ça, c'est un fait divers, c'est autre chose. C'est un fait cagnotte à divers. 1 million d'euros. Non, mais ça, c'est un fait divers. Ok. Moi, je te parle de manifestations pacifistes d'Algériens qui ont été balancés par-dessus bord. On a retrouvé des cadavres au port du Havre. D'accord. C'est pas pareil. Les autorités nous regardent, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire ça aujourd'hui. Ils l'ont fait à nos aïeux. C'est pas pareil, il ne faut pas confondre des choses. Là, je parle d'une manifestation pacifiste. Là, tu me parles d'un fait divers avec une infraction. Non, moi je parle. C'est pas pareil. En fait, je parle de l'état du cœur. Mais je te dis qu'aujourd'hui, nous avons progressé. Ce qu'ils nous faisaient il y a 50 ans, 100 ans, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc, il y a un progrès. Ah, mais moi, ce progrès, je le partage, je l'observe. Donc, il y a un Je progrès. pose la question Et c'est un progrès qui est objectivable. pour les jeunes qui nous écoutent et qui se posent. Parce que beaucoup se posent la question. Oui, mais est-ce qu'ils ont la culture pour? L'émission, elle est là pour ça. Quand je donne des dates, 17 octobre 1961, certains ne connaissent pas cette date. Donc, ils vont rechercher. Ils vont découvrir qu'on a balancé des Algériens, qu'il n'y a pas eu de sanction. Et ils vont comprendre que si aujourd'hui on fait ça, c'est pas possible. C'est objectif. C'est pas mon émotion, c'est pas mon caprice. Donc oui, de façon objective, il y a une amélioration qui est nette et précise. Personne n'en disconvient, à part quand on est de mauvaise foi. Après, moi là où je suis beaucoup plus critique, c'est que il faut qu'on soit beaucoup plus conquérant. C'est-à-dire, quand il y a une place qu'on convoite et qu'on a tendance à pas nous la donner, bah faut se la créer. C'est le principe même de cette émission. C'est aujourd'hui visibiliser des femmes et des hommes qui ont du talent. Aujourd'hui, on reçoit Ida, donc c'est une très bonne chose. Et on parle de Kautar, qui est aussi une écrivaine de talent. Et c'est nous visibiliser, nous rendre crédibles, nous donner du crédit, nous donner de la valeur, et pas attendre que l'institution le fasse. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires, technologiques, matériels, financiers, pour nous prendre en main et créer du beau, Donc, créer du sublime. En somme, et je te rejoins à 1000%, en somme, la question de l'identité ou de l'intégration, c'est une fausse question en définitive. Moi, je pense que c'est pas la question prioritaire. Voilà, C'est c'est pas- complexe, ouais. C'est pas une Je question- pense que c'est pas la Complexe, question c'est passé prioritaire. par la Parce que même littérature les pour ça. sociologues l'ont abandonné. Hein. Je pense que c'est pas la question prioritaire. Ah, Je mais pense c'est parce que même qu'aujourd'hui, les sociologues, il faut préciser, même les sociologues ont abandonné cette question pour une raison toute simple. Le concept d'identité, si on analyse bien, c'est être identique dans le temps et dans l'espace, et rien n'est identique dans le temps et dans l'espace. Très C'est compliqué. juste un récit politique. C'est Mais très En compliqué soi, de se dire c'est qu'on bon va- pour les populistes, mais dans Non, le mais- réel, si tu veux, tu sais, c'est comme l'immigration. Régulièrement, on nous dit il y a un problème d'immigration en France. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, si on veut analyser la problématique liée à l'immigration, il faut se demander comment on fait pour faire fonctionner le pays sans les immigrés dans le ménage, dans la sécurité, dans le bâtiment. Ouais. Et on va au bout des réflexions. au bout de l'analyse. Mais ça, sur les plateaux télé, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire que sans les Arabes et les Noirs, sans les Asiatiques du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka, ce pays ne tourne pas. Quand tu prends les transports en commun à 6 h du matin, il n'y a que des bronzés. On les appelle les transports coloniaux. Tu vois, il n'y a que des bronzés. Et même les hôpitaux, les Et si, docteurs, et si ces gens-là ne sont pas là, le pays ne tourne pas. On l'a bien vu pendant le Covid. C'est ces gens-là qui font tourner la nation. et précisons quand même que les immigrés ne occupent pas uniquement des postes de subalternes de bras. Ce ne sont pas uniquement. Non, il y a des médecins, Voilà. il y a des ingénieurs. C'est bon de le dire aux Complètement. jeunes qui ne savent pas toujours. Non, il y a des... non, mais Complètement. en fait, Ils savent pas toujours. la plupart des jeunes le savent parce qu'ils ont un oncle, ils ont une tante. C'est sur les plateaux télé qu'on fait semblant. Non, 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 non. Bon nombre de fois, les gens m'ont dit, écoute, en m'interpellant, ah frère, je t'ai vu les funérailles, tu diras bonjour à Maître Mbeko, je savais pas qu'on pouvait être noir et avocat. Non, mais ça, c'est... Mais Il y a toujours quelques énergumènes. non, je t'assure, tu te rends pas compte en termes de Il y, représentation. il y a toujours quelques Je énergumènes. te jure, tu te rends pas compte Non, en mais termes de Je représentation. te dis pas le contraire. Je te dis que... Il n'y a pas des postes Je te dis pas le contraire. valorisants Je te dis pas le contraire. projetés dans l'imaginaire de nos jeunes. Moi, je te dis pas le contraire. Je te dis... Aujourd'hui, ils se disent, je vais être Mbappé ou je vais être Booba. Oh. C'est- Ils Non, disent mais- rarement, je vais être. Maintenant, ils disent, je vais être Mbeko. Non, mais maintenant, il y a non, mais de plus en plus de Il y jeunes en a qui qui disent disent qu'ils veulent ça. être avocats indépendamment de moi. Et ça, Ah, c'est mais c'est une manière de dire. Bien que, sûr. voilà, c'est la une très bonne représentation. chose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de noter que nous sommes en progression. Ouais. Tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, quand on fait une analyse historique,
sur les 50 et les 100 dernières années, ce que nous vivons là est une bénédiction. Cette existence de plateau. Tu peux le redire, s'il te plaît? Non, ce que nous vivons là est une bénédiction. Ok. Cet exemple de plateau où nous nous retrouvons pour réfléchir ensemble sur des ouvrages qui ont été écrits par nos semblables, qui ont été écrits par des femmes et des hommes qui nous ressemblent. Kautar, elle est née en 87, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis né en 89, donc on a 2 ans d'écart. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être l'un d'entre nous. Donc ça, c'est magnifique. Et le fait qu'on puisse en parler, réfléchir ensemble, inciter des femmes et des hommes à se procurer l'ouvrage qui est de bonne facture, je le répète, et à lire ce récit autobiographique, moi j'en suis le plus heureux. Et on aura d'autres profils de ce genre dans les émissions qui vont suivre. Et on prendra le temps à chaque fois de réfléchir, de poser un regard critique, exigeant sur le fond et la forme. Et je tiens à dire qu'au niveau de la forme, c'est bien écrit. On n'est pas sur quelque chose de pompeux, on n'est pas sur des phrases kilométriques qui veulent rien dire. Non, mais c'est vrai. C'est pas du Proust. Il y a une écriture fragmentaire qui est... On est sur quelque chose de très dynamique. Comme je le dis, on est sur Exactement, des chapitres qui très sont dynamique. courts. Ça C'est va. des chapitres de 5 à 10 pages, pas plus. Et encore, 10, c'est beaucoup. Mais on est sur quelque chose de très dynamique. Surtout l'écriture est fragmentaire, mais voilà, à son rythme en fait, au rythme Non, c'est de ce qu'elle vit. de ce qu'elle a vécu. un style intéressant. Et j'aimerais qu'on clôture le regard sur cette œuvre par parce qu'on a vocation à inciter les nôtres à se saisir de leur destin en se saisissant des livres, et notamment donc en lisant et aussi en écrivant, c'est-à-dire en faisant des mots leur oxygène. Et Kautar ne s'est pas privé à la fin d'évoquer son rapport à l'écriture autant que son rapport à la lecture. Totalement. À la lecture et j'aimerais dire, je vais lire ce passage qui, à mon sens, aurait pu constituer, tout simplement, constitue l'une des solutions massives, majeures, à livrer aux jeunes qui sont dans sa situation, qui ont été dans notre situation, au milieu des HLM, des cafards, des courses-poursuites. Désœuvrés. Voilà. Merci, synthétiquement. Alors, je lis ce passage. J'eus cette prédisposition à rédiger que le collège révéla, qui s'amplifia au lycée, que l'université confirma. Je savais construire des phrases, les assembler. Je veillais à ce que fût du français, du bon français, et, avec le temps, un français soutenu, élégant, l'élégance. On me disait, mais comme tu parles bien, ou, ce que tu dis, il faudrait l'écrire. Et j'en étais ému, bêtement. Savoir écrire ordinairement, scolairement, tel était mon capital d'alors. Et écrire littérairement, je me dis alors, j'y parviendrai à force de travail. L'élégance, les mots, le travail. Voilà le triptyque magique, éprouvé par beaucoup. Qu'elle incarne parfaitement. Qu'elle incarne parfaitement et qu'elle ne s'est pas privée de mettre en lumière. C'est pour ça que je lui en remercie, malgré ma petite critique objective. Il fallait bien trouver des angles aussi pour améliorer. On est d'accord. Si tu devais apporter une conclusion à cet ouvrage ou plus largement au sujet qu'on a évoqué, quelle serait cette conclusion? Kautar Archi, comme plusieurs écrivains autobiographiques, elle a accédé au métier d'écrivain, à la vocation d'écrivain, petit à petit, avec l'école, en lisant, en n'ayant pas du tout un parcours parfait de la littéraire parfaite, même si elle a un super parcours académique après, en lisant des choses qu'elle a aimées, qu'elle n'a pas aimées, et qui ont forgé son identité, et qui l'ont aidé, elle en tout cas, à mettre un morceau de son identité dans Comme nous existons. Donc, si je devais donner moi ma conclusion à ça, c'est d'oser oser être qui on est, et oser aller vers l'inconnu, ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer. Souvent mes élèves me disent, Madame, pourquoi on va lire ce livre? C'est trop gros, c'est trop long. Oui, à quoi ça sert? Quelle réponse apportes-tu? Alors déjà, je leur dis exactement ce que je viens de vous dire là. Allez-y, peut-être que vous allez aimer. Et puis souvent, je les laisse dans un suspense en fait, en leur racontant pas la fin, en leur donnant un peu, en essayant de leur donner l'envie d'aller jusqu'au bout, en m'arrêtant pile au moment de tension. Et elle maîtrise ça vraiment bien. Tu les fais saliver.
J'essaye. Tu ne passes pas par... C'est plutôt la carotte plus que le bâton. Il y a vraiment pas de bâton avec moi. Il Non, y a mais quand que je des dis bâton, carottes. c'est-à-dire que tu n'évoques pas la réalité brutale du monde selon laquelle les ignorants meurent et ceux qui lisent survivent, voire Si, s'élèvent. je leur dis, Ah. je leur dis, vous voulez pas être ces personnes-là. Vous voulez pas être ces personnes qui ne savent pas. Voilà, Donc, c'est important de le dire à notre allez-y. jeunesse. Ah, je le dis, clairement. D'accord. Parce que beaucoup ne jurent que par l'argent. On n'est pas en train de dénigrer l'argent. Simplement, l'argent sans la connaissance, et qu'est-ce que c'est? Si ce n'est du gâchis. Oui, complètement. Quelle serait ta conclusion à apporter à cet ouvrage ou plus largement à la thématique traitée du jour? Bah, l'ouvrage, lisez Kautar Archi. Hein. Moi, je le répète, j'ai passé un bon moment. Ça se lit rapidement. C'est sobre, c'est efficace. Il y a une certaine élégance. Et vous excusez pas d'être ce que vous êtes. Vous excusez pas d'être femme, d'être maghrébine, musulmane, d'être noire, d'être asiatique. Ne vous excusez pas d'exister. Si on vous fait pas de place, rajoutez un fauteuil. De toute façon, avec ou sans vous, le soleil va se lever. Donc, prenez le temps de vivre parce qu'on ne vous regrettera pas. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin. C'est une ode à l'affirmation de soi. Avec un récit sur un parcours qui est jalonné de petites vexations, de grandes vexations, mais d'un amour inconditionnel entre la mère et la fille, et d'une envie de réussir qui est magnifiquement incarnée par Kautar. Moi, je suis sorti revigoré de cette lecture, ça m'a fait du bien. Moi, je la connaissais au travers de ses interviews, parce que je l'avais vue sur différentes vidéos, je l'avais trouvée lumineuse. Elle est brillante. Et je n'avais pas eu l'occasion de lire ses livres, je dois le reconnaître. Et là, pour le bien de l'émission, il a fallu lire le livre et j'ai passé un très bon moment. Donc j'invite un maximum de personnes à découvrir Kautar, à vous procurer son ouvrage et à vous intéresser à son œuvre parce que on a affaire à une femme brillante et qui, pour le coup, mérite d'être lue. Alors là, des bonnes conclusions, hein, que rajouter à cela. Ah, tu peux être dans le silence, frère. Hein. si ce n'est de façon assez courte, si ce n'est qu'à travers le parcours de Kautar, le même mot d'ordre nous est rappelé, sortir de sa condition, sortir de la passivité, sortir de l'état de victime par les mots, par l'élévation via la connaissance. Dès lors que vous prenez en main votre destin en ayant la bibliothèque, plus rien ne va vous arrêter. Quelles que soient les assignations, quels que soient les sentiments qu'on peut vous observer, peu importe. Vous construisez votre propre destin. Comme il a été dit ici, hein, ça sera douloureux par moments. Néanmoins, nous vivons à une époque très loin des champs de coton, très loin de l'indigénat. Nous vivons à une époque où chacun peut accéder à la meilleure version de lui-même, chacun peut accéder à sa volonté de puissance par les mots. Et si ce n'est pas le cas, chacun sera voué à être l'esclave du système. Ainsi va le libéralisme culturel et économique. Voilà pourquoi la librairie africaine s'est donnée pour mission de vous inciter à vous réveiller et à comprendre que de deux choses l'une, ou vous lisez, ou vous mourrez. Nous allons vous encourager à vivre le plus longtemps possible. L'épisode d'aujourd'hui, nous espérons qu'il vous a plu. Vous pouvez prolonger vos démarches intellectuelles littéraires, en particulier en vous rendant chez notre partenaire, la librairie Présence Africaine, qui saura vous accueillir comme il se doit, peut-être pas avec des petits fours, mais avec des ouvrages qui en valent 10 fois plus. Et si en prime, vous leur faites savoir que vous venez par nos soins, et notamment par le code promo Librairie Africaine, vous ressortirez comme un enfant qui ressort de Noël, les bras remplis de cadeaux. Nous vous disons à très bientôt. Gardez en tête que nous devons nous armer de connaissances jusqu'aux dents. Lisons ou mourons.